Merci beaucoup et merci beaucoup à Marianne et à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ces journées. Elles sont à la fois très intéressantes et sympathiques. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui. Donc dans cette communication, je voudrais vous parler de Renée Lafon, qui est une traductrice peu étudiée, alors qu'elle a eu un rôle décisif dans la diffusion de la littérature espagnole et hispano-américaine en France dans le premier tiers du XXe siècle. Elle est pourtant citée en dernier lieu, après ses homologues masculins, comme traductrice de Vicente Blasco Ibáñez dans un article paru dans le journal La Rioja en 1928 à l'occasion du décès du célèbre écrivain. Donc je cite, j'ai traduit normalement toutes les citations, ou presque toutes en français. Donc je cite l'article, « Une vingtaine de ses œuvres furent traduites en français et remportèrent un vif succès grâce à ses excellents traducteurs, d'abord Georges Hérel et ensuite Marcel Thiébaut, Carayon et Madame Renée Lafon. » En réalité, la visibilité de Blasco Ibáñez dans le Paris littéraire de l'époque, une visibilité totalement inédite pour un romancier espagnol, doit beaucoup à Renée Lafon. Elle commença à traduire ses œuvres en 1912, année où elle fit paraître L'Intrus dans le journal Le Populaire, ensuite édité chez Fasquelle la même année. En 1912, elle commence aussi à verser en français Las Flechas del Amor de Alberto Insúa, qui parut sous le titre Les Flèches de l'amour chez Talandier. Grâce à elle, ce roman fut en plus préfacé par Maurice Barrès. Et René Lafon traduisit aussi Juan Valera, Enrique Gómez Carrillo, Jacinto Octavio Picón, Artemio Precioso ou encore José María Carretero, alias El Caballero Audaz. Aujourd'hui, lorsqu'on se souvient de René Lafon, c'est surtout en tant que traductrice, mais il faut rappeler qu'elle fut aussi journaliste, romancière, et un aspect vraiment très peu connu, elle fut aussi dramaturge. Mais ici, je ne vais pas parler de l'œuvre originale de René Lafon, qui fait l'objet d'un autre travail en cours. Je vais simplement souligner que traduction et création ont partie liées chez cette hispaniste. Et d'ailleurs, ses romans furent fortement inspirés par ses voyages en Espagne. C'était un pays qu'elle connaissait très bien et dont elle maîtrisait parfaitement la langue, comme en témoignent tous les témoignages, forcément ça témoigne un témoignage, consultés. Donc ces témoignages émanent principalement de figures masculines, donc des écrivains, des journalistes, des critiques littéraires, qui nous apprennent aussi que Renée Lafon ne passa pas inaperçue de l'autre côté des Pyrénées. Elle eut un certain écho dans la presse espagnole où son portrait fut publié à différentes reprises. Donc cette reconnaissance d'une femme de lettres à l'étranger au début du XXe siècle est assez remarquable pour que l'on s'étonne du peu d'intérêt qu'elle a suscité auprès des chercheurs et des chercheuses français et françaises. Jusqu'à ce que l'on se penche récemment sur les conditions de sa disparition durant la guerre civile espagnole, qui en font la première femme reportrice tombée dans l'exercice de son travail en temps de guerre. Si cet événement tragique a récemment été mis sur le devant de la scène pour sauver de l'oubli la figure de René Lafon, il ne doit pas nous faire oublier, il ne doit pas occulter le reste de sa carrière et la place qu'elle a occultée dans le panorama littéraire du début du XXe siècle. Donc le point de départ de ma réflexion, c'est cette contradiction, ce paradoxe entre d'une part une traductrice très prolifique et reconnue en son temps, et d'autre part le manque d'intérêt de la part des universitaires. Alors, certes, la traduction reste une activité encore considérée, certainement à tort, comme secondaire, mais ce manque de considération vis-à-vis du travail de traduction ne suffit pas à expliquer le long silence autour de l'œuvre de René Lafon. Si on compare, par exemple, sa place dans l'hispanisme français aux études consacrées à l'un de ses confrères, comme Georges Hérel, la différence est saisissante. Si Georges Hérel fut le premier à traduire Blasco Ibáñez en français pour la maison d'édition Calment-Lévy, c'est René Lafon qui traduisit le plus grand nombre de ses œuvres. Et pourtant, Hérel, qui était aussi le traducteur de Gabriele D'Annunzio, a suscité beaucoup plus d'intérêt auprès des hispanistes français, à commencer par Jean Vessière, qui lui a consacré plusieurs travaux dès les années 70 et 80,
ou encore Jean-François Botrel, notamment en 1898, en 1998. Donc pour expliquer ce paradoxe, l'argument le plus souvent avancé est le manque de sources. Et c'est d'ailleurs un argument récurrent concernant plus généralement l'étude de l'histoire des femmes à travers les âges. Peu de traces subsisteraient de l'œuvre des femmes dans des sociétés dominées par un ordre patriarcal, ce qui semble discutable en partie tout au moins. On peut en effet s'interroger sur la manière d'adapter nos méthodologies pour aller à la rencontre des sources et les exploiter afin de combler les nombreuses lacunes qui subsistent sur la place des femmes dans l'histoire de la traduction et la condition qui fut la leur dans un contexte socioculturel donné. Bon, pour ce qui est du cas de René Lafon, il faut reconnaître que sa mort brutale en 1936 ne facilite pas les choses. N'ayant pas d'héritier ou d'héritière directe, il semblerait que sa bibliothèque de la rue Cardinal Lemoine, qui renfermait nombre d'ouvrages dédicacés et certainement annotés de sa main, mais aussi sans doute sa correspondance, eh bien, cette bibliothèque a été dispersée. Par contre, ce ne fut pas du tout le cas concernant Georges Herrel, puisqu'il a fait don de ses fonds et de nombreux documents à la bibliothèque de Troyes, où était par exemple conservé un manuscrit intitulé Petit mémoire d'un traducteur, qui a été publié en 2005 aux éditions du Hasard. Et il s'agit de la vie de Hugo Vandal-Sirois, d'un texte à mi-chemin entre l'essai et l'autobiographie, très accessible et intéressant pour ceux qui s'intéressent à la traduction et à son histoire. En revanche, en ce qui concerne René Lafon, comme l'a souligné en 2019 Irénée Atalaya, dans un article qui a permis d'arracher l'œuvre de René Lafon à l'oubli, de grandes lacunes subsistent sur l'activité de cette femme, et elle écrit « Les rares informations dont nous disposons sont obscurcies par sa mort tragique et prématurée ». Pourtant, dans son étude, cette spécialiste exhume un certain nombre de sources tout à fait éclairantes quant au rapport de René Lafon à la traduction. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette communication « René Lafon, une traductrice sans ressources » avec un point d'interrogation. De mon point de vue, même si beaucoup de documents ont sans doute été perdus, c'est l'intérêt pour le sujet d'étude qui permet de faire émerger les sources. Et d'ailleurs, au fil de mes recherches, celles-ci ont continué d'apparaître. En réalité, il me semble que la principale difficulté ne réside pas tant dans l'absence de sources que dans les silences de certaines sources conservées. Alors, parmi ces sources, la plus connue, c'est sans doute les mémoires d'Alberto Insua, donc un romancier espagnol que René Lafon fit connaître en France et avec lequel elle entretint une relation sentimentale au début des années 1910. Néanmoins, ainsi que le remarque Atalaya, la voix de René Lafon est à peine audible dans ce texte autobiographique où domine un point de vue masculin, celui de Insua. Cela est particulièrement perceptible lorsque Insua écrit « Et à propos de femmes de Paris, le lecteur de ses souvenirs s'étonnera peut-être que je n'ai pas à nouveau mis en avant la sympathique figure de René Lafon. » Donc, malgré son intelligence remarquable, René Lafon reste aux yeux d'Insua avant tout une femme. Cette observation est également valable pour nombre d'articles publiés dans la presse de l'époque, même si le rôle d'intermédiaire talentueuse de Lafon est souligné, comme le fait aussi d'ailleurs Insua. Alors, par exemple, Federico García Sánchez appelle René Lafon la marraine des lettres espagnoles dans un article publié dans la Esfera le 15 décembre 1923. Certes, l'auteur évoque le réseau éditorial parisien dont dispose Lafon, une ressource qu'elle met au service d'écrivains espagnols qui, sans elle, n'auraient pas franchi la barrière des Pyrénées. Je cite un passage que j'ai traduit en français. « Grâce à son indépendance de jugement et sa sagacité, René Lafon dirige la section ibérique d'une des premières maisons d'édition de Paris, connue dans le monde entier et saluée pour son efficacité. L'Espagne est donc reconnaissante à cette illustre écrivaine dont l'effort permet de pallier la négligence de nos organismes diplomatiques et les intentions feintes de marchands peu scrupuleux. Elle contourne ainsi les manœuvres tentaculaires d'entreprises qui ne travaillent qu'à leur intérêt propre,
sous couvert de protéger les auteurs. Donc, Renée Lafont serait une traductrice pleine de ressources, d'après cet extrait, grâce à son réseau à la fois littéraire et éditorial. Donc, c'est un extrait qui est intéressant puisque, même s'il est très allusif au sujet il nous donne des indices au sujet des obstacles dans la circulation des œuvres littéraires entre la France et l'Espagne. Mais dans cet extrait et dans tout l'article en général, on ne trouve aucune information concrète sur la méthode de travail de Renée Lafont, sur ses contacts précis, sur la façon dont elle choisit les auteurs qu'elle traduit, sa manière de résoudre certaines difficultés linguistiques ou de se positionner par rapport au style de l'auteur, c'est-à-dire aucun élément sur sa conception personnelle de la traduction, encore moins sur ses conditions de travail, sur la façon dont elle négocie les contrats et sur sa rémunération. Sur ces sujets, l'article publié par José Frances dans Por esos mundos en septembre 1911 ne nous apporte rien non plus, pas plus que toutes les coupures de presse que j'ai réussi à consulter. Bon, il y a quand même un élément intéressant, mais qui fait scandale, donc c'est certainement pour ça que ça a eu un écho dans la presse, c'est un procès qui a lieu en raison d'une traduction de Renée Lafont, qui est une retraduction d'un texte qui avait été publié avant par un autre traducteur, et on accuse Renée Lafont donc d'avoir plagié en fait la traduction. En fait, bon, il s'avère qu'apparemment c'était avec l'accord de Blasco Ibáñez, parce que c'était une traduction de Blasco Ibáñez, qui trouvait que la première traduction n'avait pas eu assez de succès, donc il l'a fait retraduire avec un nouveau titre. Donc bon, là, ça, c'est un élément intéressant, mais c'est le seul un petit peu élément concret que j'ai pu trouver dans la presse. Donc, en général, dans la presse, il est question de la solide formation linguistique de René, qui est décrite comme cultivée par un journaliste de la Correspondencia de España en 1918. Adjectif qui est aussi appliqué dans le même article à une autre traductrice de Blasco Ibáñez et de Insúa, l'anglaise Mistress Charlotte Brewster de Jordan. Et on remarque que, en général, d'une femme à l'autre, les qualificatifs sont souvent interchangeables. Les portraits sont, pour ainsi dire, lissés et organisés autour de la féminité de la portraiturée, que pourrait mettre en péril des qualités intellectuelles conçues comme masculines. Tout se passe comme si la principale préoccupation de l'auteur était de faire coïncider la femme de lettres en question avec le modèle féminin accepté et promu à l'époque. Par exemple, lorsque, après une longue introduction d'une colonne entière, où il évoque le quartier latin, puis la figure de l'écrivain et traducteur Valéry Larbaud, dont il parlera dans un autre article, puis une anecdote au sujet de Blasco Ibáñez, Federico García Sánchez en vient enfin, dans la deuxième colonne, au sujet de son article, à savoir Renée Lafont, et il s'empresse de mentionner la féminité exquise de cette dernière, bien que son talent et son énergie la situent parmi ses collègues hommes, précise-t-il aussi. Donc, si cette supposée contradiction masculin-féminin est d'abord interprétée comme le fait, je cite, d'une Amazone, elle se trouve résolue en fin d'article par la figure archétypale opposée. En effet, la générosité, le dévouement, l'abnégation dont fait preuve la traductrice dans sa tâche de diffusion de la littérature hispanique en font, aux yeux de García Sánchez, une sorte d'apostolat, c'est le terme qu'il utilise. Et voici donc Renée Lafont transformée en une sorte d'ange de la traduction ou de fée de la traduction, à défaut de coïncider avec le modèle de l'ange du foyer ou de la fée du logis. Donc la question qui se pose alors aux chercheurs est la suivante: comment exploiter des sources où prédomine un regard marqué par la domination masculine pour mettre en lumière la spécificité, l'originalité de l'œuvre d'une traductrice? Pour répondre à cette question, l'historien Didier Lett a proposé dans un article de 2012 la notion de régime de genre, qu'il définit comme un agencement particulier des rapports de sexe dans un triple contexte. Un contexte historique, puisque selon les époques, la place des femmes dans la société n'est pas tout à fait la même. Un contexte documentaire,
et un contexte relationnel. Selon lui, le premier contexte à prendre en compte est documentaire, c'est-à-dire qu'il faut commencer par se pencher sur les sources, qu'il s'agit de décrypter et de décoder, sans oublier que les conclusions auxquelles on aboutit ne sont valables que relativement à la réalité de ces sources, car chaque type de source induit une certaine vision des rapports entre les hommes et les femmes. Et effectivement, selon qu'on s'attache à sourcer nos travaux à partir d'ouvrages publiés ou à partir de l'actualité présente dans la presse, qui est aujourd'hui une source très maniable et très accessible grâce à la numérisation, ou que l'on décide de se baser sur des correspondances privées, sans doute moins accessibles, mais qui induisent un régime relationnel différent, la figure de René Lafon ne nous apparaît pas sous le même jour. Aussi, Lett écrit-il, le régime de genre que l'on observe n'est jamais que le résultat final, écrit, d'échanges verbaux, de tensions, de conflits entre un ensemble de protagonistes. Force est de constater que le régime de genre induit par les écrits publiés par les hommes au début du siècle ne permet pas d'accéder à une réalité, permet d'accéder à une réalité très superficielle, puisque le discours dominant tend vers une forme d'homogénéisation, voire une succession de clichés et de lieux communs quand il s'agit de femmes de lettres. Donc on ne peut pas se contenter de ces sources pour parler des traductrices de l'époque, et les archives privées semblent susceptibles de nous offrir une autre vision sur leurs conditions. Puisqu'il n'existe pas de fonds René Lafon, il convient de consulter les fonds relatifs aux personnalités avec lesquelles elle a collaboré. Donc c'est un travail de longue haleine qui ne fait que débuter, mais qui m'a permis déjà de tirer quelques conclusions dont je voudrais vous faire part. Alors tout d'abord, les correspondances privées ne nous renseignent pas seulement sur l'œuvre accomplie, mais aussi sur un certain nombre de projets dont on ignore parfois l'issue. J'ai ainsi pu découvrir que René Lafon n'offrait pas seulement ses services en tant que traductrice de l'espagnol vers le français, mais aussi dans l'autre sens, du français vers l'espagnol, et qu'elle disposait de contacts éditoriaux non seulement en France, mais aussi en Espagne. En témoigne une lettre de 1920 à Valérie Larbaud que la romancière Marguerite Audoux, qui avait reçu le prix Femina en 1910 pour son roman Marie-Claire, écrit. Dans cette lettre, elle explique que René Lafon lui a proposé de traduire son texte en espagnol. Ce serait pour une grande maison de Madrid qui lui offrirait 1000 francs, ce qu'elle considère comme une belle somme. Mais voilà, finalement, ça ne va pas se faire visiblement, ou en tout cas ce roman qui n'est pas Marie-Claire, mais un autre, sera certainement traduit uniquement en 1930. Et dans la lettre, Marguerite Audoux explique qu'elle a peur que cette traduction nuise aux premières ventes de son roman dans la langue originale. Ce qui est certain, c'est que dans les années 1910, René Lafon collabore étroitement avec les maisons Sempere et Prometeo, dirigées par Blasco Ibáñez, non seulement comme traductrice, mais aussi comme agent littéraire, même si ce terme n'est jamais prononcé. C'est par exemple la maison Sempere de Valence qu'elle propose à Maurice Barrès pour la publication d'une de ses œuvres en espagnol, qui en fait finalement sera publié chez Renacimiento en 1914. Il s'agit de El Greco o El Secreto de Toledo. Alors la traduction n'était pas signée de René Lafon, mais d'Alberto Insua, même si on peut quand même se demander si René Lafon n'a pas pris part à l'établissement du texte, puisque c'est elle qui organise vraiment tout le projet du début à la fin, qui fait l'intermédiaire constamment entre Insua et Barrès, et c'est très clair quand on consulte la correspondance. Par exemple, en 1913, elle écrit à Barrès: « J'ai communiqué à M. Alberto Insua votre lettre au sujet de la traduction, et nous avons réussi à obtenir de la plus grande maison d'édition espagnole, celle qui fait le trust de tous les grands écrivains, et qui publie les traductions à 3,50 le volume d'Anatole France et de Maeterlinck, des conditions qui pourraient, je crois, vous intéresser. De plus,
Monsieur Insua traduirait lui-même le Gréco avec une préface. J'ai l'intention d'aller vous parler de cette affaire mercredi matin, rue Sauval. Bon, on sait qu'à cette époque, il n'était pas rare de déléguer les traductions, qui étaient considérées comme des tâches subalternes. Donc, on les déléguait à ce qu'on appelait soit des secrétaires, soit des nègres, qui faisaient donc un travail de traduction dans l'ombre d'une personnalité souvent plus connue. Donc, certainement qu'une traduction signée d'un écrivain espagnol comme Insua se vendrait mieux en Espagne qu'une traduction établie par une Française méconnue du grand public, comme René Lafont. Donc, je n'ai pas à exclure que René Lafont fut pendant un moment la secrétaire de son amant, même si ça reste simplement une hypothèse pour l'instant. Mais on sait que le séjour en France de Insua dépendait aussi des possibilités qu'il allait rencontrer à Paris et de ses rentrées d'argent. Beaucoup d'écrivains espagnols ou étrangers restaient à Paris jusqu'à ce que l'argent s'arrête. Et ensuite, des fois, ils devaient repartir. Et en 1915, d'ailleurs, René Lafont écrit une lettre désespérée à Barès où elle le prie d'aider Insua. Elle lui écrit il dit qu'il renonce à tout avenir en France, lui qui en avril s'y installe pour toujours, et me rend responsable de tout. Songez que M. Insua et moi, nous devions nous marier bientôt. Je vous prie de n'en pas dire un mot. Bon, finalement, ils ne se marieront pas. Et à la même époque, Insua épouse une autre personne. Hein, donc, bon. En tout cas, ça me permet d'introduire une deuxième conclusion au sujet de ces sources privées, où on aborde les questions de manière beaucoup plus pragmatique que dans les sources publiées. Donc, on comprend que la traduction est une ressource essentielle pour René Lafont, pour son amant comme pour elle, d'où le titre aussi de cette communication, avec un petit jeu de mots, une traductrice sans ressources. En fait, les correspondances consultées témoignent des nécessités financières dans lesquelles se trouve René Lafont dès ses débuts, et encore plus au moment du décès de son père, autour de 1931. Bien sûr, c'est un aspect qui n'est jamais mentionné dans la presse, alors que c'est un vrai sujet concernant les hommes de lettres. La précarité du marché éditorial, la difficulté de vivre de sa plume et la nécessité de recourir à la traduction comme à un travail alimentaire ont été commentés par beaucoup d'écrivains. Je pense par exemple à Rubén Darío, à Blasco Ibáñez ou à José Frances, mais évidemment, il y en aurait beaucoup d'autres. Bien sûr, concernant les femmes dont la professionnalisation était encore très peu reconnue au début du siècle, cette question n'est pratiquement jamais évoquée. Et pourtant, ce besoin d'argent était connu par les acteurs du monde littéraire de l'époque. Alors, je donnerai simplement un exemple. Lorsque les associés de Blasco Ibáñez dans ces maisons d'édition lui écrivent au sujet d'une possibilité d'une traduction de son Historia de la Guerra Europea de 1914. Donc, il s'agit de Francisco Sempere et Fernando Llorca. La correspondance avec Blasco Ibáñez a été éditée en 99 par RAS, donc elle est très accessible. Et Blasco, donc, à cette proposition, répond « C'est René Lafont qui a dû vous faire cette proposition pour avoir du travail. Mais la René qui a quitté la France il y a 6 mois, quand personne ne s'attendait à une guerre, en sait moins que vous sur ce qui se passe ici, c'est-à-dire à Paris, puisque Blasco, lui, se trouve à Paris. » Et donc, j'en viens maintenant au troisième aspect que je voulais souligner. Probablement, René Lafont n'attendait-elle pas seulement une rétribution économique de ses traductions, mais aussi symbolique. Plus précisément, ses bons et loyaux services auprès de certains écrivains éditeurs comme Blasco Ibáñez lui permirent sans doute de publier ses propres créations, comme ce fut le cas notamment de L'Appel de la mer, qui parut chez Sempere en 1914 sous le titre La voz del mar. Donc pour conclure brièvement, plus que sur la réalité de la condition de traductrice,
Les sources journalistiques du début du XXe siècle nous informent sur la manière dont les hommes de lettres contemplent l'apparition dans le champ littéraire de ce que certains appellent les femmes d'encrier quand ils n'emploient pas le terme de bas bleu. Mais même lorsque le ton se veut bienveillant, comme c'est souvent le cas vis-à-vis de René Lafont, le regard porté sur la traductrice reste celui d'une femme au service du génie masculin. En revanche, les correspondances privées nous permettent d'accéder à ce que Lauriane Lagier a appelé les coulisses de la littérature, dans la mesure où un autre régime de genre s'y exprime. Ces lettres permettent, dans une certaine mesure, de combler un certain nombre d'ellipses ou de non-dits, d'accéder aux motivations concrètes de René Lafont et de nous faire une idée plus claire de ses conditions de travail et de la réalité de ses relations avec ses homologues masculins. Toutefois, je ne vous ai présenté ici que les conclusions provisoires d'un travail en cours et il reste encore beaucoup de choses à découvrir au sujet de René Lafont et c'est là tout ce qui fait l'intérêt de l'histoire de la traduction au féminin. Je vous remercie.